Christelle Doisy, la menthe religieuse, escroc et mythomane, épisode 1. Ça tient parfois à pas grand-chose le début d'une enquête judiciaire. Tenez, dans notre histoire, c'est une affaire de chèque volé. En 2015, un certain Bruno se présente à la gendarmerie d'Albert, dans la Somme, et explique qu'une femme, prénommée Alexia Rousseau, lui a fait un chèque en blanc pour l'achat de matériel informatique. Sauf qu'elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Des chèques volés, cette femme en a fait un certain nombre, et d'ailleurs, ce n'est pas le plus grave. L'histoire que je vais vous raconter dans cette saison est digne d'une série dramatique. À l'instar de Inventing Anna sur Netflix ou de l'arnaqueur de Tinder, Christelle Doisy est une escroc qui, durant 30 ans, a détourné plusieurs milliers d'euros et fait de nombreuses victimes. Dans le 3e épisode, je recevrai Frédéric Descours, le dernier mari de Christelle Doisy, qui aurait lui aussi escroqué de nombreuses personnes. Il accepte de nous livrer sa version des faits, sa vérité. Voici donc l'histoire de Christelle Doisy, surnommée la menthe religieuse. 31 juillet 2019, Amiens, dans la Somme. C'est une chaude soirée d'été. Bruno Lheureux est d'humeur joviale. De retour de son travail, il a hâte de retrouver sa petite femme Christelle. Ils habitent dans un pavillon en plein cœur d'un quartier résidentiel d'Amiens. Elle a dû lui cuisiner un bon petit plat comme d'habitude. Christelle est cuisinière. Et en ce moment, elle ne travaille pas. Elle a le temps de prendre soin de lui. Bruno presse le pas et le voilà arrivé sur le perron de sa maison. Tiens, étonnant, la voiture du couple n'est pas là. Encore plus étrange, la serrure de la porte d'entrée est bloquée. Bruno tente alors de passer par le sous-sol et là, stupeur. Tout est vide. Du sol au plafond, il n'y a plus rien. Et c'est pareil dans toute la maison. Bruno ouvre la boîte aux lettres, un courrier d'huissier lui stipule des impayés de loyer et un avis d'expulsion. Il tente d'appeler son épouse, elle lui répond succinctement « C'est un malentendu, je t'expliquerai ». Un malentendu ? Ce matin encore, elle lui a préparé son petit déjeuner, puis elle l'a déposé à la gare, l'a embrassé et lui a souhaité une bonne journée. Comment est-ce possible ? C'est un cauchemar, Bruno va se réveiller. Mais non, Bruno ne rêve pas. Sa vie vient de basculer. Il n'a plus rien. Plus de maison et plus un sou sur ses comptes, siphonné par sa femme. À 53 ans, Bruno est à la rue, endetté jusqu'au cou, avec comme seul et unique papier sa carte de bus dans sa poche. Lui, le simple ouvrier sans histoire. Il se repasse le fil des événements et tente de trouver une explication. Tout avait pourtant si bien commencé 2 ans plus tôt. Divorcé et père de 2 enfants, Bruno cherche l'amour. Il s'inscrit sur un site de rencontre et fait la connaissance d'une femme. Elle est plutôt mignonne, mince, les cheveux roux, gentille. Elle aussi est divorcée et mère de 2 enfants. Très vite, le couple s'installe ensemble. Christelle est une belle-mère attentive qui s'occupe des enfants de Bruno comme des siens. Quand l'ouvrier rentre du travail, c'est avec un baiser langoureux qu'elle l'accueille, un bain chaud et un bon repas. Bruno lui a donné l'accès à sa carte bleue et à ses comptes bancaires. Christelle gère pour lui tous les papiers et les documents administratifs. Il est tombé sur la femme idéale. Seule ombre au tableau, Christelle est fâchée avec toute sa famille. Elle ne les voit plus du tout. Ils lui ont fait trop de mal, lui a-t-elle dit. Bruno a beau insister pour que sa compagne reprenne contact avec eux, c'est non. Le 1er septembre 2018, dans la salle de mariage de la mairie d'Amiens, Bruno a le sourire. Il va épouser Christelle. Dans son costume bleu nuit, cheveux dégarnis et léger embonpoint, il pose fièrement aux côtés de sa dulcinée qui porte une longue robe couleur bordeaux et un petit boléro blanc. Elle a les larmes aux yeux. Mais tout est bidon. Bruno s'est fait berner jusqu'au bout. Et il ne peut rien faire car la loi ne reconnaît pas le vol entre époux. Il n'obtiendra pas justice. Pire, il continue à rembourser chaque mois les dettes de son épouse. Et Bruno n'est pas la seule victime de cette femme machiavélique. D'autres hommes sont tombés dans son terrible piège. Nous sommes en 2010, à Vert-de-Biron, en Dordogne.
Frédéric Descours est retraité depuis 2 ans de la Marine nationale. Il a passé 20 ans comme mécanicien à naviguer à bord de bateaux ou de sous-marins nucléaires. À 42 ans, il n'aspire qu'à une chose, profiter de la vie. C'est un homme plutôt sportif, bien dans ses baskets. Il a des amis et une famille aimante. Pendant ces années, loin de chez lui, sa mère s'est occupée de tout pour lui. Ses papiers, ses comptes bancaires. Les parents de Frédéric sont même venus s'installer dans sa maison, à la campagne. L'habitude est restée et Frédéric et ses parents cohabitent toujours. Sa mère est atteinte d'un cancer, alors il préfère la savoir près de lui et profiter au maximum d'elle. Maintenant qu'il a du temps, le jeune retraité de l'armée aimerait rencontrer l'amour, fonder une famille. Il s'est lancé dans de grands travaux de rénovation d'une ferme avec l'espoir d'y voir un jour des enfants jouer au milieu du salon. Frédéric s'est inscrit sur un site de rencontre et rapidement, ça a matché avec une certaine Alexandra Bertrand, chef de rang dans un grand restaurant à Auch, dans le Gers. Elle gagne bien sa vie, mais n'a personne avec qui en profiter, ni enfant, ni compagnon. Alexandra habite à 1h30 de route de chez Frédéric. Après quelques échanges sur les réseaux, Frédéric enfourche sa moto et file à la rencontre d'Alexandra. Les 2 célibataires entament alors une relation. 1 mois après leur rencontre, Alexandra, en larmes, appelle Frédéric. Elle est en plein burn-out et vient d'être arrêtée. Elle lui demande si elle peut venir quelques jours chez lui pour se mettre au vert. Frédéric est un peu surpris. Ça va vite, mais après tout, allez, c'est d'accord. Mais il prévient Alexandra. Il habite avec ses parents. Pas grave, lui répond la jeune femme. Et la voilà qui débarque dans une jolie voiture, une Honda Civic neuve, remplie de toutes ses affaires. Alexandra emménage chez son nouveau compagnon et très vite, elle se fait adopter par toute la famille. Les parents de Frédéric sont aux anges. Leur fils a trouvé la femme idéale. Elle est gentille, serviable, peut-être un peu trop quand même, selon la sœur de Frédéric. Mais bon, son frère a l'air tellement heureux. Parfois, il semble même planer, comme s'il était à côté de ses pompes. Mais sa sœur met cela sur le compte de l'amour. Pour plus d'intimité, le couple s'installe dans un mobil-home en attendant la fin des travaux de la ferme. Les semaines, les mois passent et les relations se détériorent entre Christelle et ses beaux-parents. C'est une sorcière, dit maintenant le père de Frédéric. La guerre est déclarée et le militaire à la retraite choisit son camp, celui de sa compagne qui le presse de faire des enfants. Mais ça tombe bien car Frédéric a dépassé la quarantaine et il en rêve. Alexandra, qui n'est plus toute jeune non plus, craint que ça ne marche pas. Mais à la grande surprise du couple, elle tombe enceinte rapidement de jumeaux. Elle propose alors à Frédéric de se marier avant d'accoucher. Les noces auront lieu sur l'île d'Airo, au sud du Danemark, l'île du mariage express, le Las Vegas européen. Ici, les formalités sont rapides, les mariages s'enchaînent, le maire qui unit le couple est peu regardant sur les papiers d'identité. Et voilà Frédéric marié à une femme qui n'existe pas. Alexandra Bertrand est en réalité Christelle Doisy. De retour en France, la grossesse s'avère compliquée. La vie des jumeaux est en danger. Un soir, Frédéric retrouve sa femme en larmes allongée sur le canapé. Elle vient de perdre un bébé, lui dit-elle. Elle a fait 120 km aller-retour à bord d'un camion de pompiers pour se rendre à l'hôpital, mais elle est arrivée trop tard. Frédéric est anéanti. Et les drames se succèdent. L'état de santé d'Alexandra se dégrade fortement. Atteinte d'une myasthénie, dit-elle, la future mère perd peu à peu l'usage de ses jambes. Elle marche avec difficulté, doit s'aider de béquilles. Et puis un jour, c'est la paralysie totale. Alexandra est clouée dans un fauteuil roulant. Frédéric est corvéable à merci pour sa femme. Il l'aide à se lever, à s'habiller, à se laver, fait les courses, le ménage. Alexandra, de son côté, s'occupe des papiers administratifs. Elle a pris la main sur tous les comptes de son époux. La grossesse se poursuit tant bien que mal. Alexandra s'est renseignée. Le mieux pour elle et le bébé, c'est qu'elle accouche en Belgique, dans l'eau. Selon la future maman, cela n'existerait pas en France. Elle a trouvé une maternité sur la côte nord du pays. Vu son état, Frédéric se dit qu'il ne peut pas lui refuser. En avril 2011, le couple s'installe dans un petit logement précaire en Belgique. En juin, leur fils, que j'appellerai Jonas, vient au monde prématurément.
c'est un tout petit bébé. Il a besoin de soins, mais la jeune mère ne veut rien savoir et quitte la maternité avec le nourrisson aussi vite qu'elle le peut. Ce qu'elle ignore, c'est que son comportement étrange n'est pas passé inaperçu. Les médecins belges ont fait un signalement auprès des services français de la protection infantile, la PMI. De retour chez eux, Christelle, clouée dans son fauteuil, donne des ordres à son mari. « Frédéric, fais ci. Frédéric, fais ça. » Et Frédéric fait. Il change les couches, donne le bain, les biberons, se lève la nuit. L'ancien militaire est épuisé. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Alexandra a une annonce terrible à lui faire, encore une. S'ils sont partis en Belgique, ce n'est pas pour qu'elle puisse accoucher dans l'eau. Elle a suivi un traitement médical illégal donné par un médecin véreux, ce qui lui aurait permis de tomber enceinte. Mais c'est aussi pour cette raison qu'elle a perdu l'un de ses bébés. Une enquête est en cours contre le gynécologue. Elle est devenue un témoin gênant. Des tueurs à gages engagés par le médecin et le laboratoire pharmaceutique sont à ses trousses. Ils veulent sa peau. Pour bien commencer une cavale, il faut se procurer un véhicule suffisamment grand afin d'avoir le confort nécessaire pour le bébé et toutes ses affaires. Alexandra flaire la bonne annonce. Sur le Bon Coin, un couple loue son camping-car. C'est Frédéric qui se charge d'aller le récupérer près de l'île. Moyennant de faux documents et un chèque en blanc, il repart avec le véhicule. Le couple écume alors les campings, les maisons de location aux quatre coins de la France, de la Belgique et même du Maroc, avec le petit sous le bras. Le mode opératoire est toujours le même, ils quittent précipitamment les lieux sans payer et en faisant main basse sur tout ce qui se trouve dans le logement. À peine le temps de poser leurs valises dans un nouveau logement, qu'Alexandra est déjà sur le coup d'après. Elle place sur la table une carte routière, elle se concentre, fait tourner son pendule au-dessus et annonce la prochaine destination à Frédéric. La famille voyage sous de fausses identités avec de vrais faux papiers. Et c'est là toute la ruse de cet escroc. Elle réussit à obtenir de vrais documents d'identité, mais avec des faux actes d'état civil et de faux justificatifs de domicile. Tantôt elle s'appelle Victoria Leclerc, tantôt Christelle Dacoury, une autre fois c'est Victoria Van Turen. Frédéric, lui, s'appelle Frédéric Ducros. Et pendant ces 6 années, Alexandra tombe à nouveau enceinte de jumeaux. Et encore une fois, elle perd l'un de ses bébés in utero. En 2013, une petite fille voit le jour. Nous l'appellerons Aloïse. À l'instar de son grand frère, le bébé naît avec quelques difficultés et doit subir une lourde intervention chirurgicale au cerveau. Mais Alexandra refuse de faire suivre sa fille médicalement, trop dangereux. Ils pourraient tous être repérés par la mafia. Quand vient l'âge pour le plus grand d'entrer à l'école, il est hors de question de le scolariser. L'enseignement se fera par correspondance. Et comme la vie d'Alexandra est rythmée en permanence par des hauts et des bas, eh bien figurez-vous qu'au mois de juin 2013, un miracle se produit, elle remarche. Maintenant qu'elle est sur ses 2 jambes, la cavale s'accélère. Le danger se rapproche, les hommes de main du terrible gynécologue sont toujours à ses trousses. En 2014, le couple décide de poser ses valises à Colmar et d'embaucher un garde du corps. Alexandra passe une petite annonce et Mathieu F. lui répond. Le garde du corps propose même à ses employeurs de les héberger chez ses propres parents. Et voilà, la famille Vial, oui, à ce moment de l'histoire ils se font appeler les Vial, s'installe un mois chez des gens qu'ils ne connaissent pas. Ici, ils préparent leur fuite vers le Mexique. Et puis non, finalement ils resteront en France, mais il faut trouver un nouveau logement. Dans la commune de Conty, dans la Somme, une maison est à louer pour quelques mois. Parfait. Alexandra décroche son téléphone et demande à rencontrer le propriétaire. Et pour l'occasion, elle décide de se faire appeler Alexia. Michel F. est du genre à donner facilement sa confiance aux gens. Ce 28 décembre 2015, lorsqu'il rencontre Alexia Vial, elle lui fait plutôt une bonne impression. Alexia souhaite lui louer sa maison pendant 6 mois pour elle, son mari, leurs 2 enfants et la jeune fille au père, Mélanie, qui vit avec eux. Oui, je ne vous ai pas encore parlé de la jeune fille au père, j'y reviendrai bientôt.
Donc, pour Michel, c'est d'accord. Une fois les documents d'identité et le chèque de caution remis par sa nouvelle locataire, il lui tend les clés du logement au 7 rue des Argets à Conty. Mais au mois de janvier 2016, aucun versement de loyer n'arrive sur son compte. Il appelle Alexia qui s'en étonne. Le virement de son côté est bien passé, lui dit-elle. Les mois passent et aucun loyer ne sera payé. Michel finira donc par porter plainte contre ses locataires. Pendant ce temps, dans la ville d'Albert, à une 60aine de kilomètres de Conty. Vous vous rappelez de Bruno ? Pas celui qui s'est marié avec Christelle et qui est désormais sur la paille, mais Bruno Cognier, gérant d'une boutique informatique à Albert. Je vous en ai parlé au tout début de l'épisode 1. Une certaine Alexia Rousseau lui a acheté du matériel informatique pour plus de 900 €, mais le chèque était volé. Il a donc porté plainte. Vous remettez l'histoire ? Bon, eh bien, lorsque les enquêteurs font le croisement des différentes plaintes pour chèques volés, escroqueries et autres, toutes convergent vers la même personne, Christelle Doisy. Une seule personne aux multiples identités. Jeudi 10 mars 2016, 7 rue des Argets, commune de Conty, dans la Somme. Le soleil n'est pas encore levé lorsque des coups d'une violence inouïe s'abattent contre la porte d'entrée de la maison. Retranché à l'étage, Frédéric est persuadé qu'il s'agit des tueurs à gages. Après 6 années de cavale, ça y est, c'est fini, se dit-il. Ils les ont retrouvés, ils vont mourir. Torse nu, il descend rapidement les escaliers. Sa femme ne bouge pas, elle est comme tétanisée. Des hommes cagoulés et armés défoncent la porte, sauf que ce ne sont pas des tueurs à gages, mais les hommes du GIGN. Puis tout va très vite. Les gendarmes passent les menottes au poignet de Frédéric ainsi qu'à Alexandra qui n'a toujours pas dit un mot. La maison est fouillée de fond en comble. Les enquêteurs récupèrent des ordinateurs, de nombreux tampons de sociétés diverses, des sceaux de différentes préfectures ou communes, des papiers d'identité au nom d'Alexandra Bertrand, Alexandra Meyer, Vial. Je vous épargne toute la liste, il y a une 30aine de documents d'identité avec des noms différents. Les enfants de 5 et 3 ans sont immédiatement pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Somme. Puis, Frédéric et Alexandra sont emmenés à la gendarmerie avec la jeune fille au père qui s'appelle en réalité Laurane M. Tous les 3 sont placés en garde à vue. Frédéric, devant l'officier qui l'interroge, décline sa véritable identité. Je m'appelle Frédéric Descours et je vis sous une fausse identité. J'ai pris le nom de Frédéric Vial depuis 1 mois et demi pour des raisons qui me paraissaient utiles. Je suis marié avec Alexandra Vial. Quand je l'ai connue en 2010, elle portait un autre nom de famille, mais je peux pas vous en dire plus. Frédéric explique n'avoir pas de téléphone portable. Il vit de sa pension de retraité de l'armée, 1 800 € nets par mois. Il a des économies sur un compte épargne, environ 200 000 €. Il est également propriétaire d'un corps de ferme et d'une maison en Dordogne, mais c'est sa femme qui tient les comptes. Sa femme, parlons-en justement. Comment s'appelle votre épouse ? Alexandra Bertrand. Mauvaise réponse, Frédéric. Est-ce que vous connaissez Christelle Doisy ? Oui, j'ai déjà entendu ce nom-là. Ma femme est revenue un jour de Paris et elle s'était fait faire une fausse identité pour notre cavale au Mexique, au nom de Christelle Doisy. Donc, je vous pose à nouveau la question, monsieur. Quelle est l'identité de votre femme ? Alexandra Bertrand. Non, monsieur. Votre épouse s'appelle Christelle Doisy. Elle a déjà été mariée avant vous et elle est déjà mère d'un garçon. En 2009, elle s'est évadée de la prison d'Agen à l'occasion d'une permission de sortir où elle purgeait une peine de 3 ans pour escroquerie. Depuis, elle est inscrite sur le fichier des personnes recherchées. Je vous laisse imaginer l'état de sidération dans lequel se trouve Frédéric Descours dans ce bureau face à l'enquêteur. Il va lui falloir du temps pour remettre toutes les pièces du puzzle. Les vraies raisons de la cavale, les accouchements en Belgique, les différentes identités. Donc, on va le laisser reprendre son souffle et changer de bureau. Christelle Doisy. Pendant ce temps, donc, que dit-elle aux gendarmes qui l'interrogent ? Au début, pas grand-chose. Elle souhaite garder le silence, à la demande de son mari. Puis, elle accepte de donner quelques bribes de son histoire.
Son premier mariage à 20 ans, un premier enfant avec qui elle n'a plus de contact et qui a été placé en famille d'accueil. Elle reconnaît toutes les escroqueries, les chèques volés, les vols dans les maisons. Oui, elle a bien été condamnée pour escroquerie et elle a fait de la prison à Agen. Mais quand vient le moment de parler de Frédéric Descours, que fait-elle à votre avis ? Eh bien, elle l'accuse d'être responsable de tout. Ses départs précipités des maternités belges, c'était l'idée de son mari. Les changements d'identité, pareil, c'est son mari qui l'a voulu. Et il a toujours su qu'elle s'appelait Christelle Doisy. À l'issue de sa garde à vue, le couple est déféré devant une juge qui les informe de leur mise en examen pour escroquerie, faux et usage de faux et traite d'êtres humains à l'encontre de Laurane M, la jeune fille au père. Christelle et Frédéric partent directement derrière les barreaux le temps de l'instruction. Nous sommes en 2015, 8 mois avant l'interpellation de Christelle Doisy et Frédéric Descours. Le couple a cette fois-ci posé ses valises dans le nord de la France, dans une grande ferme. Le propriétaire des lieux a fait un deal avec eux, logement contre travail. Ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Il y a également Quentin, un jeune homme belge qui occupe une autre partie de la ferme. Mais le logement de fonction de Quentin est insalubre, alors le couple Doisy-Descours propose à Quentin de venir s'installer au rez-de-chaussée de chez eux, le temps que des travaux de rénovation soient effectués dans la partie qu'il occupe. Quentin accepte et Laurane, 18 ans, sa petite amie, vient le rejoindre. Laurane est passionnée d'équitation. Elle veut travailler avec les chevaux. Et ça tombe bien car Christelle Doisy, enfin Alexandra, a prévu de monter une ferme biologique au Panama. Naturellement, elle propose à Laurane de gérer le haras. Formidable, pense la jeune fille. Quentin sent l'arnaque à plein nez et repart en Belgique. Laurane, elle, reste seule avec le couple et leurs 2 enfants. La manipulation peut se poursuivre tranquillement. Alexandra raconte alors à Laurane que ses parents ne sont pas les siens. Son père aurait été assassiné par un homme avec la complicité de sa mère, qui serait en prison. Mais avant d'être emprisonné, son père, pendant une 15aine d'années, aurait abusé d'elle sexuellement. Laurane, prise au piège des mensonges de sa logeuse, n'a plus d'autre choix que de rester. Oubliez la ferme biologique au Panama. Laurane est la bonne à tout faire. Selon la jeune fille qui portera plainte contre le couple après l'interpellation, elle est complètement manipulée, droguée à son insu avec de puissants anxiolytiques. Et qui lui donne ses médicaments ? Selon elle, Frédéric Descours. Qui l'humilie et la rabaisse régulièrement ? Frédéric. C'est en tous les cas ce qu'elle raconte aux policiers. Et ce n'est pas tout. Le couple oblige la jeune femme à changer d'apparence à maintes reprises, tantôt en l'affamant, tantôt en la gavant. Elle doit se teindre les cheveux, les couper. Elle embarque avec eux dans une cavale folle et coupe les liens avec sa famille. Selon Frédéric Descours, Laurane a bien subi un lavage de cerveau de la part de son ex-épouse, mais lui n'y est pour rien. Frédéric Descours, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous. Vous allez dans un instant nous raconter votre vie avec Christelle Doisy. Mais avant cela, que répondez-vous aux accusations portées contre vous par Laurane M, qui raconte que Christelle Doisy l'a manipulée, mais que vous l'avez humiliée et administré de nombreux médicaments ? Administration de médicaments, non. Posologie, non. Je suis pas quelqu'un qui suis formé pour donner une posologie ou des médicaments à qui que ce soit. Après, dans les déclarations qu'elle fait, qu'elle les assume face à la justice. Aujourd'hui, la décision prise par Madame Raquel Boum, présidente lors du procès, laisse clairement voir la non-crédibilité de Laurane dans ses déclarations. Les déclarations qu'elle fait, selon vous, ne sont pas... c'est sa vision des choses, mais ce n'est pas la réalité. En tout cas, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Frédéric, on va revenir au début de votre histoire. Je l'ai raconté dans le podcast, la rencontre avec celle que vous pensez être Alexandra, l'installation dans votre maison, ensuite dans un mobile-home, vos parents qui au début l'apprécient, puis qui ne veulent plus la voir, et votre père qui la surnomme la sorcière. Pourquoi ? Frédéric, est-ce que d'après vous, vos parents ont vu très vite quelque chose que vous n'aviez pas vu ? Très vite, il aura fallu quand même 3 mois.
parce qu'elle est arrivée à mon domicile en début juin. Et ça commencera à partir en vrille, pas avant août-septembre. Donc, qu'ont vu mes parents, je ne sais pas. J'ai jamais réussi à le savoir. Et malheureusement, aujourd'hui, ils sont décédés. Donc, j'aurai jamais cette réponse. Toujours est-il que du jour au lendemain, c'est une coupure totale. Ils veulent plus la voir. Non, ils veulent plus la voir. Ils veulent plus lui parler. Et du coup, je me retrouve dans cette même situation, alors que ça fait 42 ans que je communique avec eux, puisque étant à l'armée et très rarement à la maison et toujours à l'étranger, je suis toujours en lien avec mes parents, puisque ce sont eux qui vivent chez moi. Votre sœur, dont vous êtes également proche, dit assez vite que lorsque vous rencontrez cette femme, qu'elle s'installe chez vous, elle vous trouve un peu changé, comme si par moments vous planiez. Pensez-vous que Christelle Doisy vous a drogué à votre insu? Et pourquoi vous pensez ça? Alors, je pense ça tout simplement parce que de nombreuses reprises, des situations font que d'un moment d'énervement, quelle que soit la situation, je redeviens doux comme un mouton dès qu'elle m'a servi une petite infusion ou l'apéritif. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'elle m'a drogué. Ce qui me fait dire qu'elle m'a drogué, c'est que j'ai retrouvé tous les papiers permettant de prouver comment elle fabrique des fausses ordonnances, comment elle se fait délivrer des médicaments avec ces fausses ordonnances. Bien sûr, tout a été transmis à la justice comme il se doit. On retrouvera une posologie qui est la même qu'on retrouve pour l'ORAN, médicaments qui seront retrouvés lors de la perquisition et interpellation en 2016. Il y a quand même énormément de ressemblances et similitudes. Exactement. Et vous racontez également que lorsque vous viviez à ses côtés, l'ambiance dans le huis clos familial était délétère. Elle criait beaucoup. Est-ce qu'elle pouvait faire peur? Je suis jamais allé dans la peur. La fatigue, l'usure, l'énervement, l'incompréhension, mais peur non, violence, une fois ou deux sur moi, mais pas au point de me laisser sur le carreau. Mais oui, des cris en permanence, des cris, des hurlements, surtout pour manifester une situation qui dérape et qu'elle maîtrise pas. Je m'en rends compte aujourd'hui. Ou une situation qu'elle elle ne souhaite pas aller dans la joie, comme venir nous hurler dessus avec les enfants parce qu'on est en train de rigoler autour d'une table en déclarant que ça la dérange pour travailler. Si l'ambiance était si compliquée avec elle, qu'est-ce qui fait que vous restez, Frédéric, pendant toutes ces années? Au début, l'incompréhension, et puis le fait aussi qu'il y ait déjà un petit garçon qui vient au monde, ensuite une petite fille. Je me retrouve, parce que c'est quelque chose qui se passera sur des années avant que j'arrive à cette situation. C'est pas quelque chose qui se fait en 3 jours. Et je me retrouve avec 2 enfants, coupés de tous liens familiaux, amicaux, tout contact avec les administrations, avec tout le monde. Je n'ai plus qu'elle qui parle. C'est elle l'unique voie de sortie de cette histoire. Parce qu'elle vous a mis dans une telle situation, alors je le répète, de nombreux mensonges, des tueurs à gages qui seraient à vos trousses, elle est paralysée, vous changez un nombre incalculable de logements pendant 6 années. Évidemment, Frédéric, vous êtes un militaire de carrière, voilà, tout le monde se dit c'est un homme sensé parce que tout le monde se dit mais comment il arrive à tomber dans cette situation? Est-ce que selon vous, elle avait sur vous une forme d'emprise? Pour avoir une emprise psychologique sur moi, elle a pu grâce à la camisole chimique. Aujourd'hui, la justice refuse d'entendre la camisole chimique, la justice refuse d'entendre la manipulation. Pourtant, c'est ce qu'elle fait depuis 30 ans. Et c'est pas très difficile de le voir, de le comprendre et de le prouver. Évidemment, quand je suis quelqu'un qui suis en pleine conscience, en pleine capacité mentale, bien évidemment que c'est difficile de me faire ce qu'on veut. Après, si on met quelqu'un sous une camisole chimique, alors la camisole chimique, c'est quelque chose qui est, de sa part, dans la posologie qu'elle donne, c'est le même montage chimique qu'on donnait dans les hôpitaux psychiatriques il y a quelques années. Il y a quoi dedans? Antidépresseurs principalement, qui permettent de mettre la personne complètement dépendante et qui ne réagit plus. Tout ça est expliqué par un médecin qui a été entendu par les gendarmes à Amiens et qui fait partie du dossier pénal. Et qui dit quoi, lui? Lui, quand il voit cette posologie, il dit que la personne qui a fait ça est parfaitement au courant de ce qu'elle fait. C'est le dosage maximum qu'on peut donner à une personne et aller le chercher à la pharmacie sans que ça interpelle les pharmaciens, que ce dosage est interdit depuis des années. Tout est expliqué, tout est dans le dossier pénal. Comme les gens n'ont pas le dossier pénal, donc vous êtes persuadé qu'en fait, elle vous a drogué au point que vous n'étiez pas vous-même. Exactement. Ok. Vous avez vous-même, c'est dans le dossier judiciaire, vous avez vous-même utilisé des chèques volés, voyagé sous une fausse identité. Encore une fois, je vous repose la question. Sur le moment, vous comprenez que vous avez une fausse identité, vous savez tout ça. Pourquoi vous allez jusque-là? Je n'ai jamais utilisé un chèque volé, jamais. Aujourd'hui, le seul chèque qu'on me reproche, c'est un chèque de 21,60 €
qui a été fourni au sein de la SNCF, et c'est le seul chèque dont j'ai reconnu que c'est mon écriture et ma signature, puisque de toute manière, c'est le seul chèque qui a été reconnu par l'expert graphologique lancé par la justice. Alors, si on enlève les chèques volés, pourquoi vous voyagez sous une fausse identité? Vous êtes réellement persuadé que vous êtes poursuivi par des tueurs à gages? Je n'ai jamais voyagé sous aucune fausse identité. Les identités données par Madame Doisy à diverses personnes l'ont été faites à mon insu. Jamais personne ne m'a appelé autrement que Monsieur Descours. La seule personne qui m'a appelé Monsieur Vial, c'est le gendarme à l'interpellation, uniquement. Et ça a duré même pas 1 heure. Parce que quand il a posé la bonne question, je lui ai répondu ma vraie identité. Comme Laurent, qui il a demandé son identité, lui a donné une fausse. Et comme Laurent, au bout d'1 heure, quand il lui a demandé la bonne question, quelle est votre vraie identité, elle a répondu. Je comprends. Mais pourquoi vous donnez Vial à ce moment-là? Parce que on est quand même au bout de 6 ans de manipulation. Il faut s'en rendre compte. On est dans un départ qui est censé être près du Panama. On est passé par de nombreuses destinations. On a eu en première destination, on a eu la République dominicaine. Ensuite, il y a eu le Mexique, le Vietnam, et là, c'était la dernière qui était censée être au Panama pour monter un complexe hôtelier pour qu'on aille faire notre vie là-bas. Toutes ces décisions sont prises et décidées par l'avocat japonais qui est censé nous driver. Qui n'existe pas. Tout ça fait partie de l'histoire montée de Madame Doisy. Donc vous considérez aujourd'hui comme une victime. Comment cette femme, je vous repose la question, on en a parlé longuement en préparant cette interview, vous me disiez que vous ne vous rendez pas compte à quel point elle peut entrer dans le cerveau des gens. Comment elle fait? Elle se sert de ce qu'on appelle une faille dans l'esprit des gens. Cette faille, c'est absolument pas quelque chose de gravissime ou n'importe quoi. C'est un point de départ dans la manipulation, c'est tout. C'est exactement ce qui s'est passé avec les reclus de Montflanquin, qui sont des personnes plus qu'assises dans l'âge et dans la société, qui ont été manipulées. Eux refusent de dire leur faille. Moi, j'ai longuement travaillé pour trouver où était ma faille et comment ça avait été possible qu'à 42 ans, je devienne un laquais. Ma faille, c'est que j'étais en colère avec mon papa. Donc une mauvaise relation avec votre père? Alors pourquoi? Parce que je m'entendais très très bien avec mon papa, j'avais aucun problème avec lui, sauf qu'au moment où Madame Alexandra Bertrand ou aujourd'hui Madame Doisy arrive, mon papa, c'est quelqu'un qui est exténué. Ça fait 2 ans qu'il lutte contre le cancer de sa femme, ma maman, et il est fatigué. Il en peut plus. C'est quelque chose de très dur à vivre. Il est désagréable et c'est pas facile à vivre à côté. Et vous vivez avec eux, je rappelle, à ce moment-là. Eh ben, c'est eux qui vivent chez moi, oui. Oui, c'est ça, exactement. À quel moment l'emprise s'arrête pour vous? Interpellation des gendarmes. Et parce qu'elle l'a décidé. Pourquoi? Parce que les gendarmes me diront qu'ils nous ont retrouvés grâce à un chèque. Et pour moi, ça me semble totalement surréaliste parce que lorsqu'une dame qui a, au moment de l'interpellation, 25 ans d'escroquerie, au moment de l'interpellation, ça fait 7 ans qu'elle est en cavale. Ça veut dire que pendant 7 années, elle a floué toutes les administrations. Elle a floué les gendarmes français, les policiers français, les policiers belges. Je mettrais un holà sur la police et gendarmerie marocaine parce que elle n'a pas pu avoir sa carte de séjour. Donc, eux se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème. Mais lorsqu'on voit qu'elle rentre et elle sort de gendarmerie, mais sans aucun problème, il y a quand même un don, quelque part, je pense, pour manipuler et utiliser les gens. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien elle vous a volé d'argent? Ah oui, tout à fait. Tous les bilans ont été faits, ont été adressés à la justice, à de nombreux médias. Moi, aujourd'hui, elle a pris 306 000 euros sur mes comptes bancaires, puisqu'en fait, j'avais 200 000 euros de la vente de ma précédente maison qu'elle a sorti du Crédit Agricole et qu'elle a détourné, volé. Elle a détourné ma pension militaire pendant 4 ans. C'est fou quand même, c'est fou. Et elle a volé ma retraite des anciens combattants. C'est fou. Et qu'a-t-elle fait de cet argent? Alors, je vais vous dire franchement, elle me l'a pas dit. Et la justice cherche encore. Vos enfants vivent en famille d'accueil depuis votre interpellation et malheureusement, ils ne veulent plus vous voir. Comment vous l'expliquez? Parce qu'aujourd'hui, ils sont fatigués. Ils pensent que la vie, c'est celle qui est chez la famille d'accueil. Bon, en tout cas, ils veulent plus voir leurs parents. Voilà. Aujourd'hui, à 13 ans et 11 ans, ils ont décidé de leur vie. Personne ne prend le temps de leur expliquer correctement les choses. Donc forcément, je dirais que c'est une sorte de manipulation. On leur laisse entendre ce qu'on veut bien. Frédéric, quel est votre combat aujourd'hui? Il va y avoir un 2e procès, vous avez fait appel de la décision, mais votre combat à vous? Aujourd'hui, madame, je ne sais pas. Ou alors aller voir la justice et leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?»
Frédéric, on pourrait encore parler longuement de votre combat, de ce que vous avez perdu et de votre prochain procès. Mais voilà, l'interview malheureusement doit se terminer là. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné votre version des faits. Frédéric Descours, je rappelle que vous êtes l'ex-mari de Christelle Doisy, qui à l'époque, pour vous, s'appelait Alexandra Bertrand. Merci beaucoup Frédéric Descours. Merci à vous de votre écoute. Lundi 15 mai 2023, tribunal correctionnel d'Amiens. C'est le jour de l'ouverture du procès de Christelle Doisy et de son ex-mari Frédéric Descours. Tout le monde est là, sauf une personne. Devinez qui ? Christelle Doisy. Elle a fait parvenir un certificat médical au président du tribunal. Elle se trouve dans le sud-est de la France, immobilisée après avoir été renversée par un scooter. Malgré l'absence de la principale intéressée, l'audience est maintenue. Les débats ne sont pas sur le fond du dossier, mais plutôt autour de ce certificat médical qui a tout l'air d'être un faux. Finalement, la décision est prise de reporter le procès de Doisy et Descours au 28 novembre 2023 et tout le monde croise les doigts bien fort pour que, cette fois-ci, Christelle Doisy soit présente. Depuis l'interpellation de leurs parents, Jonas et Aloïse, 12 et 10 ans, vivent dans la Somme dans une famille d'accueil. Christelle et Frédéric, désormais séparés, ont chacun un droit de visite. Christelle a même la garde occasionnelle de ses enfants et justement, à la Toussaint, elle vient les récupérer. Pour profiter pleinement de ses enfants, la mère de famille a tout prévu. Avec son nouveau compagnon, Christophe, elle a loué un camping-car. Mais à la fin de la semaine de vacances, Christelle ne ramène pas ses enfants dans leur famille d'accueil. La mère de famille est bien loin de la Somme. Elle s'est fait la malle sous le soleil de Samos, une île grecque, avec Christophe et les enfants. Mais la cavale tourne court. Elle est finalement extradée et son procès reporté au mois de septembre 2024. En attendant, la fugueuse mythomane repart en prison. Derrière les 4 murs de sa cellule, elle rumine. Que pourrait-elle mettre en place pour échapper à son procès ? Cette femme est prête à tout, vous l'avez maintenant compris. Y compris se jeter par la fenêtre. Et c'est ce qu'elle fait. Bilan des courses, traumatisme crânien. À quelques jours de son procès, elle assure avoir perdu la mémoire. Voilà, elle ne se souvient plus de rien, même pas de ses enfants. Quelques heures avant l'ouverture de son procès, ce 12 septembre 2024, la question que tout le monde se pose est évidemment, Christelle Doisy sera-t-elle bien présente ? Pour répondre à cette question, je serai juste après la pub avec Marine Mazéas, journaliste à Paris Match, et à Marianne, qui a notamment fait un grand papier sur Christelle Doisy. Surtout, restez avec moi. Bonjour Marine Mazéas. Bonjour. Vous êtes journaliste reporter, entre autres pour Paris Match et Marianne. Vous avez enquêté sur cet étonnant personnage, Christelle Doisy, pour tenter de trouver une explication, s'il y en a une, à tous ces agissements. Marine, avant d'en parler, on va revenir un peu sur son procès. Les 12 et 13 septembre à Amiens, 12 et 13 septembre 2024 à Amiens, Doisy se présente-t-elle finalement à l'audience ? Oui, elle est bien là. Après 5 reports pour différentes raisons, notamment dues à sa cavale, mais elle est en retrait. Elle est un peu recroquevillée dans le box des accusés. On la voit à peine. Elle a le visage émacié, elle semble fatiguée et elle a le bras en écharpe. Donc c'est vrai qu'on se demande forcément au regard de ces nombreux mensonges si elle souffre réellement ou si tout cela est feint. Alors le bras en écharpe, on peut peut-être resituer. Elle a tenté de sauter. D'ailleurs, elle dit qu'elle a un traumatisme crânien. Oui, elle parle de chute en détention. Malheureusement, il n'y avait pas de témoins de ces chutes, donc on ne sait pas si elles sont réelles ou non. Comme d'habitude. Quel va être l'axe de défense de Christelle Doisy pendant son procès ? Alors c'est très simple, elle arrive à l'audience et elle dit qu'elle est amnésique. Voilà, elle ne se souvient pas des faits qu'on lui reproche. Et plus étonnant encore, elle ne se souvient même pas de ses 3 enfants, dont 2 avec lesquels elle a tout de même fui en Grèce. Et c'est d'ailleurs ce qui va la mener en détention et à son arrestation fin 2023. Pour autant, elle reconnaît quand même la plupart des faits qu'on lui reproche.
car, dit-elle, elle a avoué durant l'instruction ces faits d'escroquerie, donc c'est que ça doit être vrai, en fait, selon elle. Ah oui, d'accord. Comme elle a avoué, elle revient pas sur ses dires. Et Frédéric Descours, il est comment, lui? Que dit-il pour se défendre? Alors, Frédéric Descours, lui, c'est un ancien retraité, c'est un retraité militaire de la marine. Il est un peu plus vindicatif, il se défend, il se débat devant le tribunal. Lui dit qu'il a été manipulé en fait par cette femme, Christelle Doisy, et qu'il était sous sa coupe. Peut-être même qu'il aurait été drogué chimiquement par elle, et donc il n'a aucune conscience en fait des escroqueries perpétrées. D'autant, dit-il, qu'il ne gérait pas du tout les comptes du ménage. C'est elle qui s'occupait de l'argent durant leurs 6 ans de vie commune. Donc, il se dit innocent de tout, tout ce qu'on lui reproche. Alors, au terme de 2 jours d'audience, Christelle Doisy sera finalement condamnée à 7 ans de prison pour 42 délits et 5 ans pour Frédéric Descours, qui lui a fait appel de la décision. Il nous l'a dit, puisque je l'ai invité dans l'épisode 3. Il y aura donc un autre procès. On sait assez peu de choses sur le passé de Christelle Doisy. Vous avez tenté d'enquêter sur ce passé. Qu'avez-vous découvert lors de vos recherches? D'où vient-elle, cette femme? Quelle enfance a-t-elle eue? Elle a grandi à Migène, qui est une commune plutôt paisible du département de l'Yonne, et voilà, un département entouré de nature. Elle était une enfant plutôt gentille et affectueuse, même joyeuse, disent d'elle ses proches. C'est une fillette plutôt bonne élève également, qui projetait de devenir laborantine. Donc elle n'avait en fait aucun problème, en tout cas jusqu'au collège. Et puis, elle aurait changé brutalement d'attitude à l'âge de 16 ans et aurait commencé à dérober de l'argent à ses proches. On parle d'un billet de 500 francs à l'époque volé dans le porte-monnaie de sa grand-mère, puis des chèques dérobés à sa sœur et son beau-frère. Et puis, elle raconte un viol qu'elle aurait subi à la sortie d'un stage justement dans un laboratoire qu'elle effectuait à Auxerre, un viol commis par l'associé de son père qui l'aurait agressé donc un soir. Une fois devant les gendarmes, elle se contredit en fait et livre une version qu'ils mettent en doute et l'affaire s'arrête là. En revanche, c'est le début de sa carrière d'escroqueuse en série. Mmh. Vous avez parlé avec ses parents? Que disent-ils de leur fille? Alors oui, j'ai parlé à son père. Alors pour lui, sa fille en fait serait victime d'une sorte de malédiction familiale et aurait une prédisposition génétique au vol en fait, puisque son arrière-grand-mère était kleptomane et avait été condamnée par la justice. Donc en fait, son père dit que Christelle Doisy a les mêmes gènes qu'elle et agirait en quelque sorte sous l'influence de pulsions incontrôlables. Mmh. Elle a toujours dit à ses compagnons qu'elle ne voyait plus sa famille, qu'elle avait coupé les ponts. Ça, c'est encore une affabulation ou c'était vrai? Elle ne voyait plus sa famille? Non, effectivement, elle avait coupé les ponts, en tout cas avec sa sœur et sa mère, avec laquelle elle n'a plus de contact depuis longtemps. Avec son père, elle a maintenu quelques liens. Je crois qu'elle était allée le voir en vacances il y a quelques années. En revanche, il n'est quand même pas au courant qu'elle a eu des enfants avec Monsieur Descours et elle ne connaît pas Frédéric Descours. Donc, il en connaît quand même peu sur sa vie. C'est fou, ouais. Le tribunal a-t-il déterminé si elle était atteinte d'une maladie ou c'était juste un personnage totalement machiavélique? Parce que la pathologie mentale, ça a été l'axe de défense tout le long de son avocat, maître Paul-Henri Delarue. Ça, c'est quelque chose qui a été déterminé ou ça reste énigmatique là aussi? Alors en fait déjà, pour commencer, Christelle Doisy, elle ne s'est présentée que devant l'expert psychologue et pas devant l'expert psychiatre. Donc on ne dispose que d'une seule expertise à son sujet. Cet expert n'évoque pas de maladie mentale à proprement parler. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est accessible à une sanction pénale et qu'elle a été jugée et condamnée. Son avocat, lui, dit qu'elle agit de façon pathologique et même compulsive, puisque elle vole et escroque depuis plus de 30 ans sans s'arrêter. Sauf quand elle est en détention. Donc c'est plutôt cette pathologie-là qu'il évoque. Mmh. Est-ce qu'on sait le montant du préjudice de ces victimes? Elle a un magot, elle, quelque part caché ou pas finalement? Alors c'est la grande question parce qu'en fait le montant du préjudice il est assez flou car la justice n'a pas vraiment fait la lumière sur tout l'argent détourné ou manquant. Mais selon on va dire ses compagnons lésés, la somme avoisinerait les 400 000 € minimum. En revanche où est l'argent? Là c'est un total mystère, on ne sait pas. En tout cas, il y aura un autre procès et peut-être qu'elle en dira plus et qu'on en saura plus. Je vous remercie beaucoup, Marine Mazéa. Je rappelle que vous êtes journaliste, entre autres, pour Paris Match et Marianne et que vous avez fait un long portrait de Christelle Doisy. Vous avez tenté d'en savoir plus pour Paris Match. Merci beaucoup, Marine. Merci à vous, Caroline.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. J'espère qu'elle vous a interpellé, qu'elle vous a intéressé. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette saison sur mon Instagram, mes réseaux sociaux. Merci et à très vite pour une nouvelle saison de Homicide.